trésor inexploité encore aujourd'hui. Je suis Célia Reka, donc de Eto, membre de la WineTech et en charge du chantier Data, dont le livre blanc Data. Ouais, plus près. Ah oui, c'est mieux. Merci. Donc le livre blanc Data va sortir en 2025. Donc on est actuellement en train d'explorer le sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de la data aujourd'hui dans le secteur ? La réponse elle est plutôt simple et multiple à la fois. Elle permet bien sûr d'améliorer la gestion de son exploitation en révolutionnant les circuits de distribution, de distribution, de production et bien sûr de commercialisation également. Donc la question c'est plutôt, c'est pas vraiment pourquoi finalement, c'est comment est-ce qu'on exploite la data aujourd'hui pour pouvoir justement prendre des décisions éclairées grâce à cette data. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir 5 experts du secteur qui justement par leur travail innovant permettent de transformer ces flux d'informations en vrais leviers stratégiques pour le secteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter tous un par un, vous et votre solution. Je vais commencer par Nicolas, qui est à ma gauche. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez ? Donc Nicolas Neigeon, je suis le président d'une société qui s'appelle Aven, qui développe un aérateur de vin connecté. Donc c'est un outil, une solution IoT, qui est une solution connectée, un petit dispositif qui se fixe sur la bouteille et qui permet d'aérer le vin instantanément. Et il se trouve que, grosso modo, j'ai une app qui est reliée à cet appareil où on prend en photo le vin. À partir de la photo, on en déduit les conditions idéales de dégustation en termes d'aération, ce qui permet de calibrer le petit objet. Et c'est au cours de cette expérience que je me suis rendu compte que finalement mes utilisateurs, ils utilisent mon application uniquement pour scanner le vin et pour en déduire les paramètres idéaux d'aération. Et une fois qu'ils sont sur cette page-là, on aurait pu les amener dans d'autres expériences, proposer de la vente de vin au travers d'acteurs de la WineTech, proposer des expériences immersives. Et quand j'ai voulu le faire, c'était pas possible. C'était pas possible parce que ma façon de décrire un vin chez Aven, c'était pas la même que la façon de décrire un vin dans les autres entreprises de la WineTech. Ce qui veut dire qu'on pouvait pas faire connecter, on pouvait pas faire travailler ensemble nos différents services. On pouvait pas racheter du vin, on pouvait pas visiter le domaine, on pouvait pas faire appel à tous ces services parce qu'on avait une façon de représenter le vin qui était différente. Et c'est pour ça que j'ai lancé il y a quelques mois Open Wine Data, qui est un projet qui a vocation à définir un standard d'échange de données sur le vin qui permette de faire s'interopérer les différents systèmes d'information sur le vin pour que toutes nos sociétés, que ça aille de la production jusqu'à la distribution, puissent travailler ensemble. Bonjour, moi je suis Charles, je suis cofondateur et CEO de Wineries. En quelques mots, on développe un logiciel en ligne pour piloter la partie commerciale des domaines viticoles. On part de la gestion des stocks jusqu'à la commercialisation. Cross-canal, c'est-à-dire qu'on a aussi bien un outil qui permet de faire de la saisie de commande pour les ADV, qu'un système de gestion de caisse pour le caveau ou pour les commerciaux sur le terrain ou sur les salons, qu'un outil qui peut prendre des commandes en ligne, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Le tout en gérant toute la partie administrative, que ce soit les documents de vente, bons de commande, devis, factures, et la partie réglementaire avec tout l'aspect douanier, DSA, DAE, ainsi que l'historique des mouvements pour préparer sa fameuse DRM en fin de mois. Bonjour à tous, Lucien Pitiot, donc je suis chef du service projet au sein de la société Gamba et Rota. Bourguignon d'origine, j'ai souhaité allier en fait ma passion sur les vins et mon métier de la logistique. Et l'entreprise Gamba et Rota est une entreprise spécialisée dans la logistique des vins et spiritueux. Et depuis l'année dernière, la première entreprise mondiale à avoir intégré dans ses entrepôts une robotisation pour le stockage et la préparation de commandes des vins et spiritueux. Voilà. Bonjour à tous, je suis Charles, cofondateur de la société Chouette. Nous, on a développé un système de suivi dynamique des cultures, de vignes bien sûr. En gros, on installe des caméras sur les tracteurs qui prennent des images. En gros, ça ressemble à ce que peut voir un viticulteur quand il est son tracteur. Seulement, nous, on le fait de manière automatisée et systématique sur l'intégralité du vignoble. Pour vous donner une petite idée, sur l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares, on est capable de générer, on analyse à peu près 1 million d'images par saison. Ça permet d'avoir un suivi dynamique précis de ce qui se passe dans les cultures.
des détections précoces, par exemple, de l'apparition de maladies, d'avoir une vision précise, objective de l'état des cultures pour, in fine, permettre aux viticulteurs de gagner en qualité, de limiter les pertes de rendement et de pouvoir adresser des éventuels changements de pratiques culturelles de manière plus sereine parce qu'il a l'information précise de ce qui se passe dans ces cultures. Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas Ebrard, je suis le fondateur de Uwine, qui est une société de négoce de nouvelle génération avec un modèle qui est à la fois d'investissement et de consommation, une expérience physique et digitale. Là, je ne parlerai que de la partie digitale. On fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, on gère 850 000 bouteilles pour une valeur de 40 millions d'euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les stocks et les flux, et on parlera de data justement sur les stocks et les flux. Merci beaucoup à tous pour votre présence. On va rentrer dans le vif du sujet en démarrant par la production. Charles, c'est vers toi que je vais me tourner. De quelle façon, du coup, la data impacte-t-elle justement la production de tes clients et comment est-ce que tu gères cela? Comment est-ce que tu transmets cette data à tes clients? En gros, dans mon exemple de volume de données qu'on récupère, tout à l'heure je parlais de 50 hectares, on va prendre quelque chose de plus simple, 10 hectares, pas très loin d'ici en Champagne, ça représente 4000 pieds de vigne. Dans l'idéal, ces 4000 pieds de vigne, il faudrait les surveiller tous une fois par semaine, parce qu'ils peuvent avoir tous un comportement un petit peu différent. Dans la réalité, on en surveille à peu près 1%, 1-2% au mieux. Nous, notre travail, c'est avec ces analyses, cette image, je vous parlais des images qui ont été prises, c'est le début de la chaîne de valeur de Chouette. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle, nous, l'intelligence agronomique, c'est-à-dire des modèles d'intelligence artificielle et ensuite un certain nombre de modèles agronomiques pour être capable d'extraire la substantielle moelle de tout ce qu'on peut voir sur les images. Et ça, on le fait de manière systématique, objective, c'est-à-dire que forcément, ces algorithmes ne vont jamais se fatiguer. On va toujours être capable d'analyser avec la même finesse, la même fidélité tout ce qu'on peut voir pour en déduire des informations critiques, clés sur, par exemple, des exemples très concrets qui sont par exemple l'intensité, la fréquence du mildiou, par exemple, sur les parcelles. On peut être capable de voir la tâche de mildiou de la parcelle sur chaque parcelle, mais on peut aussi, d'un point de vue plutôt macro, être capable d'avoir un bilan très synthétique sur toute l'exploitation des zones les plus critiques, les plus touchées dans la parcelle pour pouvoir agir plus efficacement. Donc ça, c'est un des outils clés pour gérer au mieux l'exploitation viticole. Autre outil qu'on est capable de faire à travers cette data, parce que je tiens à le préciser, la data, c'est pas une finalité en soi. Le gros terme de la data, c'est surtout la matière première, la base sur laquelle on va pouvoir travailler. Et sans évidemment le travail qu'on fait derrière, donc tous mes confrères ici ont bien compris le sujet, ils ont une donnée qui est soit plus ou moins entre guillemets structurée, mais derrière, sans l'intelligence entre guillemets, l'intelligence de la perception de ce dont le client a besoin, ça sert à rien. Donc nous, cette donnée brute, ces masses énormes de données brutes, on les synthétise et on fournit des services concrets. Donc il y avait le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure sur le mildiou. Il y a aussi ce qu'on appelle des cartes de modulation de doses de produits phytosanitaires. Donc on va être capable, avec un certain nombre d'exploitations de données, être capable de fournir la bonne quantité de volume de bouillie à mettre au bon endroit. C'est ce genre d'outils qu'on est capable de fournir. On en a plein d'autres, on aura peut-être le temps d'y revenir un peu plus tard. Super. Mais justement, ce flux en tout cas cette quantité de data que vous accumulez, elle irrigue vraiment tous les maillons de la chaîne. Donc du coup, on va avancer un peu plus dans cette chaîne en allant côté logistique. Avec toi, Lucien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment justement tu as cette masse de données? Qu'est-ce que tu en fais d'un point de vue logistique? Oui, tout à fait. En fait, on peut mettre en place tout le marketing qu'on veut, des NFT, de la blockchain, des ventes aux enchères. En fait, sans la maîtrise des flux physiques, depuis la réception, le stockage, la préparation de commandes, évidemment, l'expérience client, sans tout ça, elle ne peut pas être réussie. Donc en fait, alors, on parle de data dans le contenu de la bouteille. Nous, on utilise plutôt la data à la base dès l'entrée dans nos entrepôts. C'est-à-dire qu'il faut être certain que les produits qu'on rentre sont bien les produits que le producteur ou que le producteur a envoyé ou que le client a commandé. En fait, la question, c'est est-ce que les vins qui sont stockés dans nos entrepôts sont bien ceux que le client a mis en vente sur son site internet, par exemple. Donc en fait, la data, elle est primordiale. C'est une question de confiance. Ne serait-ce que pour les informations douanières aussi, puisqu'on va contrôler tout ce qui est degré, contenance, millésime.
Et ces informations-là, si on ne les a pas ou si on ne les renseigne pas correctement à l'entrée dans nos entrepôts, derrière, toute la chaîne ne fonctionnera pas et on est susceptible de ne pas envoyer le bon produit au bon moment au client. Donc voilà. Donc, Lucien, tu utilises la techno RFID, j'imagine? alors justement, on est en train de le mettre en place. C'est bien pour ça aussi qu'on est adhérent à WineTech. C'est qu'on est intéressé par la RFID, par la NFC. Et en fait, en dire un peu plus NFC. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la NRFID? Oui, alors RFID, en fait, ce sont des tags qu'on peut mettre sur des bouteilles ou des cartons. Nous, on peut s'en servir à deux niveaux. Soit pour faire des inventaires, c'est-à-dire que au lieu de déplacer, de contrôler des bouteilles physiquement une par une ou des cartons, on va avoir un scan qui va permettre de lire ces tags à distance et de faire un inventaire beaucoup plus précis et beaucoup plus sécurisé avec un temps beaucoup plus court. Ça améliore la traçabilité, c'est ça? Oui, ça améliore la traçabilité, ça améliore la fiabilité de nos stocks. Et donc, ça permettra aux clients, quand ils nous envoient une commande, d'être sûr qu'on a bien la bonne bouteille et puis qu'on pourra l'envoyer au client. Ces tags, donc, nous, on va s'en servir pour les inventaires, mais on va aussi s'en servir si les producteurs, et c'est l'objectif, peuvent l'associer sur leur bouteille dès la production ou sur leur caisse. L'objectif, c'est dès la réception, au lieu d'avoir à contrôler, ouvrir la caisse, vérifier la bouteille, évidemment, c'est se servir de ces tags pour les scanner et intégrer directement les données dans notre outil. L'objectif, c'est quoi? C'est sécuriser la donnée, c'est fluidifier les flux d'entrée et de sortie pour être plus efficace et pour, évidemment, de faire notre travail de manière plus sécurisée pour que le client, à terme, ait sa bouteille en temps et en heure voulu. On gagne du temps, voilà, justement. Exactement. Ok. Avançons un peu plus, du coup, dans cette chaîne de valeur. Justement, comment est-ce que ça se passe, Charles, du côté du producteur? Lui, comment est-ce qu'il se retrouve avec cette quantité de données qui lui arrive? Il y a des tendances de consommation, de commercialisation, des fameux CRM. Comment est-ce qu'ils utilisent ces données? Qu'est-ce qu'ils en font pour que ce soit justement utile et stratégique et pour les aider à prendre des décisions éclairées? Comment est-ce que tu les accompagnes, toi, de ton côté? Alors, pour nous, il y a deux axes. La première, c'est prendre des décisions qui sont éclairées. Et la deuxième, c'est améliorer les performances de vente. Pour ça, on a identifié 7 axes sur lesquels la data pouvait nous servir. La première, c'est la compréhension du marché en fonction des tendances, des préférences des clients, des comportements d'achat. La deuxième, c'est le profilage des clients, puisqu'on va être capable d'identifier des personas pour adapter son offre. On va être capable aussi de mieux qualifier ses leads, ce qu'on appelle faire du lead scoring, savoir si c'est des leads plutôt chauds ou froids, et pouvoir les traquer. On parle beaucoup avec l'IA de tout ce qui est analyse prédictive, que ce soit pour anticiper les tendances futures ou le comportement des clients. Tout ça, c'est basé sur un historique de data et puis ensuite qui sera projeté plus tard. Mais on a aussi l'optimisation des processus de vente pour identifier les points forts et les faiblesses de son offre et savoir après comment améliorer peut-être son script de vente en fonction de ses personnages, justement. On va être capable de suivre aussi les performances individuelles pour savoir au sein de son entreprise qui est-ce qui surperforme, qui est-ce qui sous-performe. Peut-être qu'on a des bonnes choses à récupérer chez quelqu'un pour les transmettre à quelqu'un d'autre. Au sein des équipes, tu veux dire même en interne? Oui, tout à fait, au sein des équipes, tout à fait. On a la data macro et puis on a la data à l'échelle individuelle. Et à l'échelle individuelle aussi, on va être capable aussi d'améliorer les performances de chacun. On va avoir aussi la réduction des cycles de vente. Parce que du coup, si on connaît mieux son persona, si on connaît mieux les barrières, par exemple, au closing, donc sur la fin de la vente, on va être capable d'adapter son discours commercial et donc du coup d'améliorer son processus de vente et peut-être de réadapter une offre qui était peut-être pas forcément initialement adaptée pour le premier persona. Et comment ça se passe concrètement sur le logiciel? C'est des recommandations, c'est un dashboard, comment est-ce qu'ils ont cette assistance, les vignerons? Alors, chez nous, la vision qu'on a, c'est une vision ce qu'on appelle omnicanal. C'est-à-dire que tous les canaux de vente sont importants et le but, c'est d'être capable de suivre un prospect ou un client, quel que soit le canal de vente. En ligne, on pourrait l'avoir rencontré à Paris, à Wine Paris, pardon. Et puis après, derrière, reprendre un échange par mail, il pourrait passer au domaine. L'idée, c'est d'avoir un historique de tous ces échanges-là, que ce soit sur les commandes, sur les interactions, sur les appétences. Ensuite, on va organiser cette data-là, parce que comme disait Charles tout à l'heure,
avoir de la data, c'est bien, mais si elle n'est pas bien segmentée, on ne va pas pouvoir s'en servir derrière. Et puis une fois qu'elle est bien segmentée, qu'on a bien identifié quel est son persona et quelle est l'offre que je veux mettre en face, on va faire ce qu'on appelle activer cette data-là et derrière aller les contacter de manière hyper précise avec une offre qui est adaptée à chacun, que ce soit en termes de produits, de prix ou de saisonnalité. D'accord. Ok. Voilà, le tout en ligne et de manière collaborative, parce que cette data-là, ce n'est pas une personne qui doit tout maîtriser. On part plutôt du principe que ça doit être une intelligence collective et que toutes les personnes de l'entreprise ou du domaine doivent ensemble agréger, consolider cette data et la structurer de manière un petit peu normée pour pouvoir l'activer ensuite. Merci, Charles. Si on va encore un peu plus loin, côté consommateur, Thomas, comment est-ce que ça se passe ? C'est la clé de tout. En Ouais. fait, c'est le consommateur qui fait tout. Si on est en bout de chaîne, on lui crée les usages de demain qui lui permet de taguer, d'avoir l'information. Et c'est là où Nicolas va m'aider à avoir de l'information sur les châteaux avec toutes les fiches, ces Nutri-Score, ces machins, ces trucs. C'est pas mon boulot de faire ça. Je serais très content de me maquer avec Nicolas. Si derrière, on incite les usages pour le client final, et là, avec un discours marketing qui dit taguer sa bouteille, c'est super génial, taguer sa bouteille, c'est super génial. Et évidemment, quels sont ces usages derrière ? Les usages, c'est de l'information, mais c'est surtout de la gestion de flux. Pour moi, c'est de pouvoir... donc, ces clients finaux, je vous donne la définition, c'est celui qui fait POC, 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 POC. C'est celui qui ouvre la bouteille. Il y a deux types. Vous, chez vous, le restaurant, pour quand vous êtes au restaurant. Et donc, pour le restaurant, imaginez que vous êtes là, avant de facturer la bouteille, vous êtes obligé de taguer la bouteille et vous faites juste -1. Là. Comme votre paiement sans contact, c'est la même chose. Mais là, vous avez votre inventaire qui est directement mis à jour. Il n'y a pas d'écart de stock entre ce qui est à la caisse et ce qui est derrière au niveau de l'inventaire. Si en plus, avec ce tag que vous avez là, et typiquement, je peux vous faire la démonstration, le sommelier qui dit au client, si vous voulez avoir l'information sur le vin, vous n'avez plus qu'à passer votre téléphone ici. Attendez, il faut que je le déverrouille. J'ai enlevé le... Je me suis mis en mode avion pour éviter que ça sonne. Attendez. Bon, je vais vous le faire. Et là, vous arrivez sur la fiche du château. Fiche avec les éléments que m'amène Nicolas. Parce que moi, j'ai pas envie de m'embêter à mettre à jour à chaque fois, ma fiche. Et donc, vous voyez l'expérience qui est là. Là, le client, il est directement dessus et il peut acheter la bouteille. Il sera livré 3 jours après derrière via les partenaires qui sont là. Donc, on voit que là, on commence à voir, on connaît les stocks et les flux chez les clients. Et nous, c'est ce qu'on offre chez EY. D'ailleurs, imaginez que toutes les bouteilles maintenant sont taguées à la source. On a les solutions, c'est que chaque bouteille part à la source, elles sont taguées. Et qu'en bout de chaîne, on arrive à éduquer le client final et lui dire tag ta bouteille, tag ta bouteille, tag ta bouteille. Il faut, avec une technologie qui est infalsifiable et qui permet les usages-là avec le téléphone. Il n'y a que le NFC qui permet ça, ou le RFID, c'est la même technologie. Et bien, qu'est-ce que vous avez solutionné derrière ? La contrefaçon. Toutes les technos actuelles de anti-contrefaçon, c'est des technologies qui sont viables, mais qui n'ont pas solutionné la contrefaçon parce qu'elles ne sont pas exploitées. Il n'y a que 2% d'usage dans ces technos-là, malheureusement, je ne vais pas citer. C'est comme si vous avez le meilleur système d'alarme du monde et que vous marquez en haut de votre porte « je n'enclenche jamais l'alarme ». Bon, voilà. Donc, il faut les usages. Et je pense qu'à partir de 20% d'usage, la contrefaçon disparaîtra derrière ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un écosystème qui est neutre. YouWine est marchand de vin. Donc, je ne peux pas être cet écosystème-là. Donc, il faut quelque chose d'indépendant qui ne soit pas marchand et qui soit un écosystème ouvert sur lesquels des marchands comme YouWine, plus d'autres qui vont offrir d'autres services, vont pouvoir se greffer dessus. Donc, on va dire à des entrepreneurs, inventez-nous les usages de demain, des choses super géniales, qui est un maximum de concurrence sur justement l'expérience que vous amenez au client final. Et là, on va collecter la data avec bien évidemment une communication qui est taguer sa bouteille, c'est super génial, parce qu'il faut éduquer le client final à lui montrer que c'est super génial. Et là, vous massifiez l'information, la data qui est récupérée sur les stocks. Vous rendrez quelque chose d'utile au niveau de notamment Nicolas. Au niveau de Lucien, qu'est-ce que vous avez derrière ? Lui, il peut récupérer ça parce qu'on utilise les mêmes technologies pour chacun des éléments, des maillons de la chaîne. Le château a de l'information sur les stocks et les flux. Et donc derrière, il peut alimenter ces maillons de chaîne. Le négociant, par exemple, regarde, sur tel marché, habituellement, il y a 10 000 bouteilles, il n'y en a que 8 000. Bougez-vous les gars pour amener les flux. Et je vais terminer par un truc. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, que l'impact écologique du vin, il n'est pas juste dans nos terres, il est catastrophique sur la chaîne logistique. Il y a 39 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année, il y en a 47% qui sont exportées. C'est dramatique. Grâce à ça, on va pouvoir livrer les clients donc les marchés avec le juste nécessaire et suffisant. Je ne vais pas livrer la Chine, Hong Kong,
le Canada s'ils n'ont pas besoin de flux. Et donc, cette data-là va nous permettre de limiter les flux, parce qu'il les faut, ces flux-là. Vous voyez à quel point tout ça, ces éléments sont clés. Et pour faire ça, il faut absolument commencer par le client final. Et après, on mettra du RFID sur les caisses et on mettra du maillon derrière. Mais la clé, c'est vraiment les clients finaux et la technologie qui doit être mise au départ par les châteaux. Donc justement, on a l'irrigation de la donnée absolument à toutes les étapes de la chaîne, du début de la production, en passant par la logistique, la commercialisation, jusqu'au consommateur, bien sûr. Donc ça démarre par le consommateur, comme te l'a dit Thomas. Maintenant, aujourd'hui, on observe quand même qu'il y a un gros flux de données, mais elle n'est pas forcément accessible, ou en tout cas lue facilement ou de la même façon. Donc justement, c'est là que Nicolas, je vais te faire intervenir. C'est justement une problématique actuelle. Comment, par quelle initiative, on peut justement répondre à fluidifier cet accès? On a eu 4 exemples d'utilisation business de la data qui répondent à des enjeux business de chacun d'entre vous. Et c'est assez intéressant. Maintenant, je vais vous prendre deux exemples où on va essayer de se projeter. Ce week-end, au supermarché à côté de chez moi, il y avait un Chablis qui était en vente à moins 15%. Du coup, quand on se retrouve face au Chablis, côté consommateur, des centres d'information, on va aller dans les deux sens. Très bien, qu'est-ce que j'ai comme information? En fait, j'ai l'information qui est inscrite sur la bouteille seulement. Une médaille, quelque chose sur lequel j'arrive plus à lire. Au besoin, j'utilise Vivino qui était là ce matin et j'ai quelques informations supplémentaires, mais finalement, j'ai pas beaucoup d'informations. Niveau au-dessus, j'ai un tag wine, donc je peux récupérer de l'information plus précise en provenance directe du producteur. Mais finalement, peut-être que moi, en tant que consommateur, j'aimerais aussi avoir des informations qui me permettent de comprendre ce moins 15%. Peut-être que d'un point de vue logistique, j'aimerais savoir que cette bouteille, elle est passée par Hong Kong, qu'elle a été conservée dans des conditions pourries, que le vin, il a été gardé à température, dans une température pas terrible, qu'il a fait des allers-retours. J'aimerais bien savoir qu'au niveau production, avec Chouette, les conditions de production, est-ce que c'était une belle année, est-ce que c'était une mauvaise année, est-ce qu'il y a eu beaucoup de conduite, est-ce qu'il y a eu une conduite de la viticulture particulière? En fait, c'est de la transparence d'information, de l'information qui est disponible aujourd'hui, qui est utilisée par chacun des acteurs ici présents, mais qu'on ne fait pas communiquer, qu'on ne rend pas intelligible entre elles. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. C'est une étude qui a été menée avec Orange en Bourgogne, justement sur la production de Chablis. Grâce à des capteurs de température, ils ont réussi à prédire le goût qu'aurait le Chablis en fonction de l'humidité et de la température. Ils ont réussi à savoir que le Chablis, cette année-là, serait un petit peu plus acide. C'était la première étape. Deuxième étape, ils ont pris un panel consommateur qu'ils ont suivi pendant plusieurs années pour identifier sur ce panel les consommateurs qui aimaient les vins plus acides. Et ils ont fait le choix de présenter à ces consommateurs le Chablis de cette année particulière qui serait plus acide en prospectif. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils augmentaient l'appréciation moyenne de la note du vin parce qu'on proposait le bon produit à la bonne personne. Et en fait, la data, c'est ça. C'est faire circuler des informations qui sont disponibles pour augmenter leur valeur intrinsèque. Et en fait, c'est possible uniquement si, 1, on met à disposition nos données, et 2, on les fait communiquer entre elles. Oui, donc c'est une vraie problématique aujourd'hui, parce que la data, elle n'est pas si disponible que ça encore. Alors, elle est disponible, mais dans chacun de nos cas business. C'est-à-dire qu'on a toujours cette petite peur de se dire, en fait, c'est ma data, c'est propriétaire, ça fait partie de... Comme si on allait faire du voyeurisme en se disant, cette information, il ne faut pas qu'elle circule. Et on se rend pas vite obsolète aussi. Elle change chaque année, il faut mettre à jour. Exactement. C'est un vrai travail d'expert finalement. Mais justement, est-ce que c'est pas justement l'un des sujets majeurs aujourd'hui? On sait aussi qu'il y a une quantité de data industrielle qui est produite par les instances publiques, par tout ce qui est déclaration douanière, etc., etc. Est-ce que justement il n'y a pas on va dire une barrière? Est-ce qu'il ne manquerait pas justement une certaine transparence pour qu'on puisse, tous les acteurs, être encore plus performants dans les services qu'on propose justement au secteur? Alors moi je pense qu'on fera preuve de cette transparence quand chacun des acteurs y trouvera un intérêt business. Soit un intérêt réglementaire, soit une obligation normative, soit un intérêt business. En fait, si chacun des acteurs qui sont là se dit « mais en fait cette donnée je l'ai et je peux en ressortir de la valeur financière, de la valeur usage, de la valeur autre », je suis sûr qu'ils seront aptes à la mettre à disposition. Prenez l'exemple du wine. Les informations qui sont disponibles dans le tag, aujourd'hui, ça a un coût de les rentrer. Si en fait on peut aller les prélever directement auprès du producteur, eh ben, c'est un coût en moins sur la structure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là où il faut créer des standards en fait, et surtout permettre
à créer des écosystèmes qui sont ouverts. Tout à l'heure, il y a eu une grosse conférence par rapport au sujet blockchain et NFT. La traçabilité, le hard qu'on va mettre sur la bouteille, c'est l'élément clé qui peut les aider derrière. Et il y a des gens qui vont se greffer dessus avec ces nouvelles technos, qui vont répondre aussi aux usages des nouvelles générations, parce qu'on a aussi un enjeu d'éducatif aussi pour les nouvelles générations. Et un jeu d'information, le château aussi qui pourra communiquer directement à ses clients final. Mais ce qu'il faut aussi, c'est créer des règles du jeu. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dénoncer le client. Sinon, il va court-circuiter la chaîne. Donc on peut créer des éléments avec des règles qui permettent de rapprocher l'ensemble de la chaîne, d'enrichir avec de la data de l'ensemble de la chaîne, tout en gardant un niveau de confidentialité qui est normal, parce qu'on n'est pas là pour tuer l'autre. On ne disrupte pas, on enrichit en fait. Oui, il faut que cette spirale elle soit positive. En fait, il faut que ce soit un guide pour mettre en avant les bonnes pratiques plutôt que de dénoncer les mauvaises. Et l'exemple de la logistique, je pense que c'est un très bon exemple. Oui, en effet, je rebondis sur ce que tu viens de dire, notamment les conditions de stockage et de circulation des produits. En fait, pourquoi, quand on se spécialise dans la logistique des vins et spiritueux, qu'on monte des entrepôts qui sont sous température dirigée, hygrométrie contrôlée, avec des niveaux de sécurité importants, pourquoi on ne pourrait pas partager cette information aux clients, aux producteurs, pour leur garantir que leurs produits ont été stockés dans de bonnes conditions, dans des niveaux de sécurité importants, et que la bouteille, quand elle quittera notre entrepôt, elle aura été conservée dans les meilleures conditions. Je vais rajouter un truc, parce qu'on a un vrai problème avec la logistique, et tu es en train de le solutionner, Lucien. C'est qu'en fait, on dit, OK, on va mener de la data pour le consommateur final, mais en plus de ça, au niveau logistique, c'est un impact parce qu'on va faire de la réduction de coûts massif. Il n'y a rien de plus archaïque qu'un entrepôt de pinard quand même. Et c'est pas très compliqué aujourd'hui d'automatiser tout ça. Une bouteille, c'est une bouteille. Elle a quelques gros formats, mais c'est pas non plus très compliqué. On en est à la robotisation même aujourd'hui. Alors, oui, mais moi je connais pas ça chez mon prestataire. Je sais pas s'il est là, mais c'est le leader en Europe de stockage de vin. Mais c'est vrai qu'on a. Je vais vous donner les coûts. Moi, préparer une commande aujourd'hui, alors quel que soit le nombre de bouteilles, je suis à peu près à 11 €. En Europe, en tout cas de France. La livraison, c'est quasiment pareil. Ça se réduit si on fait du point relais et tout. La Chine, 2 €. Frais de livraison, 2 €. C'est-à-dire qu'en France, si je veux être en break-even par rapport à une seule bouteille, il faut que la valeur marchande de cette bouteille soit au moins à 55 €. C'est une catastrophe, c'est pas normal. Je suis rentable en Chine sur mes actions e-commerce. Je perds tout le fric que je peux gagner par mes autres activités. En France. Et donc là, il y a des solutions qui vont permettre, avec la robotisation, l'automatisation, et ça, ces technos-là sont la clé. Donc on voit qu'en fait, une technologie peut amener un écosystème qui répond à tout le monde. Et si on diminue les coûts du e-commerce, on va rendre déjà, ça va me permettre de gagner de l'argent. On va avoir aussi des compétiteurs parce qu'il y en a beaucoup en e-commerce qui ont arrêté cette activité. Et donc on va pouvoir vendre nos vins. Et donc on va solutionner les problèmes de la filière aujourd'hui qui vendent pas de bouteilles, quoi. Partageons nos datas, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Le partage de la data, je pense que c'est quelque chose qui est clé. C'est un écosystème qui est assez jeune, hein, l'agtech et la wine tech en général. On a effectivement plein de petites structures, enfin plein petites, plus ou moins petites, mais qui travaillent toutes un petit peu en silo pour des problématiques purement financières. On ne peut pas effectivement faire des partenariats avec tout le monde, ça coûterait trop cher. Donc la clé, effectivement, je te rejoins complètement, il y a quelques axes un peu clés qui sont soit réglementaires, soit business, qui vont permettre de faire des partenariats. Et on avance là-dessus. Nous, on travaille par exemple en partenariat. On est en train de bosser sur des partenariats avec des boîtes qui fournissent de la donnée météo, par exemple, pour fournir des services toujours plus performants. Il y a deux points que je voulais mentionner. Le premier, c'est, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, la confidentialité de la data. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Je sais que nous, ce qu'on récupère comme information sur le vignoble, c'est des informations qui sont critiques. On sait exactement quel est le volume des récoltes qui sont faites, on sait exactement quelle est la situation sanitaire qu'il y a dans les cultures, le nombre de pieds qui est présent, manquant dans les passages. On a énormément d'informations et il est bien évident que cette information, on ne va pas la divulguer comme ça. Ça va nécessiter un accord systématique. Si on utilise une information, ça nécessite au préalable un accord systématique avec le client pour s'assurer qu'il est d'accord et qu'on peut partager cette information de manière plus ou moins anonyme. La donnée, elle peut être extrêmement intéressante si on est sur cette chaîne vertueuse, on se met d'accord sur des partages d'informations, on se met d'accord sur l'anonymisation de l'information pour obtenir
quelque chose qui a du sens, non plus au niveau individuel. Quand je parle individuel, je parle au niveau d'un vignoble, mais au niveau un peu plus haut. On peut réfléchir aux appellations, ce genre de choses. Imaginez, nous, dans pas très longtemps, on sera capable d'avoir assez de données au niveau d'appellation pour fournir quasiment des bulletins en fait, de propagation de maladies, de situations sanitaires en général. Ça, on pourra le faire si et seulement si, au préalable, évidemment, on s'est mis d'accord avec des acteurs. Mais si on est d'accord sur un deal d'anonymisation de la donnée et d'utilité de la donnée, on peut se retrouver sur un bénéfice du collectif extrêmement intéressant. Mais la confidentialité et le partage est indispensable par rapport à ça. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est sur la data. On parle beaucoup de data. Encore une fois, j'insiste, la data en tant que telle, c'est un outil. Nous, tout autour de cette table, on est là pour travailler sur comment est-ce que cet outil peut être utilisé en discutant, en échangeant avec nos clients pour qu'on ait l'information la plus claire possible. Et pour moi, la clé de la data, c'est comment est-ce qu'avec cette donnée, avec des bons outils, des bonnes solutions, on peut proposer une information qui est utile pour permettre à un client, que ce soit d'ailleurs un consommateur, que ce soit un producteur, que ce soit un peu qui que ce soit, d'être plus efficace dans une tâche. Donc gagner du temps dans l'optimisation d'une tâche. Tu me parlais tout à l'heure de tout ce qui est logistique, etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'optimisation. Moi, dans ma partie, c'est la même chose pour les itinéraires de travail. Si on peut économiser 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure dans le champ tous les jours, à la fin, vous imaginez ce que ça représente au bout d'une année, c'est assez impressionnant. Et ça permet aux viticulteurs, par exemple, de se concentrer sur des tâches qui peuvent être pour certains un peu de valeur ajoutée. Pour la petite exploitation, j'entends se focaliser sur la commercialisation. En plus si on utilise ton CRM, tu seras déjà plus efficace, donc ce sera effet qui se coule doublement bénéfique, donc ça, ce sera super. Ou alors travailler sur, par exemple, le marketing, la communication, etc., etc. Ou alors tout simplement rentrer chez lui le soir pour profiter de ses enfants, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et le dernier point, c'est aussi que parfois la data permet de récupérer une information que de toute façon vous ne pourriez pas avoir. Donc ça permet d'avoir une information supplémentaire pour découvrir peut-être un nouvel usage, un nouveau comportement qu'on n'avait pas prévu sur le consommateur, sur sa production, etc., etc. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à vous désormais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit, des interrogations? C'est le moment. Non. Bon. C'est que vous avez été super clair, en effet. Bien sûr, vas-y. On a vu que cette data, il faut quand même du hardware. Hein. Il faut des machines, il faut le NFC. On est tous convaincus que c'est la technologie d'avenir parce que justement nos téléphones, c'est celles qui peuvent le lire le plus facilement possible. Il faut aussi la rendre accessible. Industrialiser la pose d'un tag, ça coûte de l'argent. Hein. Moi, le coût du tag plus la pose, moi, ça me coûte 50 centimes. Je le fais, c'est une perte Uwine par rapport à mon modèle. Déjà, je vous ai dit qu'il n'était pas forcément rentable sur la partie e-commerce, mais c'est pas grave parce que je crois à ça et au service qui est apporté à mes clients. Mais l'idée demain, c'est évidemment amener ça pour les châteaux. Il va falloir que certains sponsorisent pour massifier tout ça, industrialiser tout ça et rendre la technologie accessible parce qu'il est hors de question d'oublier les châteaux d'appellation satellite, de ce mouvement qui est là. Il faut qu'on puisse embarquer tout le monde. Donc je pense dans ces écosystèmes que l'on crée, c'est important de se dire il y a une mission derrière, c'est aussi d'aider, en tout cas de rendre les technos accessibles pour les châteaux qui n'auront pas les moyens de les avoir. Et donc à nos premiers crus classés, de sponsoriser un petit peu. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous.